Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. S'il y a une préoccupation qui est commune à tous les Français depuis quelques mois, c'est bien la hausse des prix. Ce phénomène est d'autant plus sensible qu'il s'est porté surtout sur les produits alimentaires, vous avez pu le constater. Et l'on peut dire que la cote d'alerte a été atteinte aujourd'hui avec la publication du fameux indice qui est en quelque sorte le baromètre des prix. Cet indice a augmenté de 0,9% en octobre contre 0,6% en septembre. Progression spectaculaire. Voilà pourquoi le président de la République a décidé d'organiser un plan de lutte contre l'inflation. Il a reçu aujourd'hui à l'Élysée M. Giscard d'Estaing, le ministre de l'Économie et des Finances, et il devait recevoir en fin d'après-midi M. Antoine Pinay, l'ancien président du Conseil, l'homme qui symbolise la stabilité du franc. Nous allons en reparler, mais d'abord, Patrice Duhamel, comment se caractérise de façon concrète cette montée constante et anormale des prix? Bien, vous l'avez dit il y a un instant, les prix ont en effet grimpé de 0,9% en octobre dernier. La hausse atteint donc 5,7% depuis le début de l'année et 6,6% pour les 12 derniers mois, d'octobre 71 à octobre 72. Le détail, vous le voyez sur ce tableau, les prix alimentaires ont monté de 1,2%, les services, c'est-à-dire les loyers, les tarifs des cafés, des restaurants, des garages, des blanchisseurs, les services donc de 0,9%, les prix industriels enfin de 0,5%. Quelques exemples particulièrement sensibles aux ménagères. La viande, plus 2% en octobre dernier, soit 20% de hausse en moyenne depuis un an. Les fruits et légumes, plus 2%. Les chaussures, plus 2% également en octobre. Les vêtements, enfin, plus 1,2% en octobre dernier. Ce qui semble grave, c'est que dans l'immédiat, la tendance risque fort de se poursuivre. Les mois de novembre et de décembre sont traditionnellement des mois de forte hausse des prix en raison de l'importance des achats de fin d'année. D'autre part, il y a la hausse des honoraires médicaux qui vient d'intervenir. Il y a également la hausse de l'essence, 1 centime par litre dans certaines régions dont on parle beaucoup, pour vendredi prochain, 1er décembre. Il faut également tenir compte de la situation chez nos principaux partenaires. Et là, c'est à peu près partout la même chose. En Grande-Bretagne, en octobre dernier, 1,4% de hausse, 1,3% aux Pays-Bas, 1,3% également en Italie. Résultat, pour l'ensemble de l'année 1972, et sauf retournement spectaculaire, la hausse des prix sera de 7% environ. Il y a bien longtemps que l'on n'avait pas enregistré une telle flambée. C'est donc à la lumière de ces chiffres, de ces résultats, que le président Pompidou a reçu aujourd'hui M. Giscard d'Estaing. Avec le ministre des Finances, le chef de l'État a eu un long entretien que l'on qualifie à l'Élysée de très approfondi et de très important. M. Giscard d'Estaing le commande d'ailleurs lui-même. Nous avons choisi une action progressive et non pas une action brutale. Pourquoi ce choix? C'est parce que nous devons toujours avoir présent à l'esprit non seulement le problème des prix, mais le problème de l'expansion et de l'emploi. Et nous devons toujours prendre des mesures qui traitent le problème des prix sans compromettre le niveau d'activité et d'emploi auquel, je crois, les Français sont fondamentalement attachés. Donc il n'est pas question pour l'instant de bloquer les prix et les salaires. Il n'est pas question de bloquer les prix et les salaires, il est question d'accentuer notre politique, le développement progressif de notre politique en matière de prix et de lutte contre l'inflation. Est-ce que par exemple vous allez resserrer plus encore, comme vous l'avez déjà fait il y a 2 semaines, le crédit? Je dois faire cet après-midi avec le gouverneur de la Banque de France le point des mesures déjà prises et nous verrons s'il y a lieu ou non d'en poursuivre le développement. Est-ce que vous ne pensez pas que si le chancelier Willy Brandt, qui a obtenu un résultat très satisfaisant au cours des dernières élections, prenez lui le taureau par les cornes, bloquez les prix et les salaires, vous ne risqueriez pas d'être pris en tenaille entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne et d'être peut-être obligé de faire de même? Non, je crois que nous avons une situation particulière, une situation française à laquelle nous devons apporter des remèdes français. Nous prendrons des initiatives, mais ce seront nos initiatives, ça ne sera pas nécessairement la copie ou la reproduction de ce qui se fait ailleurs. Je crois qu'il y a un problème qui sera très important également, c'est qu'il faut que tous nos compatriotes comprennent que la lutte contre l'inflation et la modération des prix ne peut dépendre d'une action coordonnée et concertée de l'ensemble des Français. Il n'y a pas d'un côté le gouvernement qui doit lutter contre l'inflation et de l'autre côté l'ensemble des Français qui au contraire auraient un comportement en sens inverse. Il est essentiel que l'affaire de la lutte contre les prix, la lutte contre l'inflation devienne l'affaire personnelle des Français. Et c'est dans cet esprit, c'est-à-dire qu'il fera très largement appel à leur concours, que nous serons amenés à proposer nos mesures suivantes. Mais est-ce que vous pensez qu'il peut exister en matière de prix un remède miracle, une potion magique? Il n'existe aucun remède miracle en dehors du sérieux du comportement et de la recherche objective des mesures appropriées. C'est comme ça que nous procédons, nous continuerons à procéder ainsi. Mais dites-vous que l'essentiel, c'est le choix que nous avons fait d'une politique
de lutte progressive contre l'inflation. Cette politique a connu déjà un certain nombre de développements. Ceux qui croient que nous resterons passifs sont naturellement dans l'illusion et seront d'ailleurs victimes de leur légèreté de jugement. À l'inverse, ceux qui croient que nous prendrions des mesures qui auraient pour conséquence de briser l'expansion et de compromettre l'emploi des Français se trompent. Bien entendu, nous considérons, comme cela est nécessaire, l'expansion et la recherche de la stabilité. Finalement, vous préférez un certain niveau de hausse des prix à un risque de chômage. Le problème ne se pose pas ainsi. Je crois que on dit souvent, est-ce qu'il vaut mieux avoir 5% de hausse des prix de plus ou 5% de chômeurs de plus? Ça n'est heureusement pas comme ça que se pose le problème. Mais je veux dire, on ne peut jamais, et je suis frappé par la légèreté à l'heure actuelle de certains commentaires ou de certaines propositions, on ne peut jamais proposer des mesures concernant l'inflation sans réfléchir au moins un instant à leurs conséquences sur le niveau de l'expansion et sur le niveau de l'emploi. Et nous sommes obligés, nous, naturellement, de penser toujours aux deux aspects de ces mesures. Sagesse et maire de sûreté pour M. Giscard d'Estaing, vous venez de l'entendre. Le gouvernement a décidé d'avancer prudemment sans prendre des mesures trop sévères. Il s'engage dans une politique progressive que certains jugent insuffisante. Alors les raisons de ce choix? Bien, vous avez raison, le choix est très net. Pas de chirurgie économique, pas question d'imiter le Premier ministre britannique, M. Hiss, qui le 6 novembre dernier avait bloqué pour 3 mois au moins les prix, les salaires, les loyers et les dividendes des actions. Pourquoi donc lancer une politique souple et progressive alors qu'à l'étranger, d'autres préfèrent des remèdes plus draconiens? Eh bien, tout simplement parce que, semble-t-il, la situation actuelle de l'économie française ne l'exige pas. En Grande-Bretagne, par exemple, M. Hiss doit lutter en même temps contre la hausse des prix et contre le chômage. M. Giscard d'Estaing, si vous le voulez, c'est une comparaison comme une autre, est dans la situation de l'automobiliste qui s'engage sur une route de montagne. Aller trop lentement, c'est risquer de caler. Aller trop vite, à l'inverse, c'est risquer de faire chauffer le moteur et de casser la mécanique. Traduction en termes économiques, prendre des mesures trop sévères, c'est compromettre l'expansion et peut-être engager le pays dans l'aventure du chômage. À l'inverse, laisser se poursuivre la hausse des prix inquiétante, c'est mettre en cause l'équilibre général de notre économie. La marge de manœuvre, vous le voyez, est donc étroite. Le ministre des Finances a décidé de piloter à vue. Il va sans doute, comme il l'avait fait déjà il y a 2 semaines, rendre le crédit encore plus cher et encore plus rare. Il va peut-être aussi, pour juguler la flambée excessive des prix alimentaires et des prix des services, prendre des mesures pouvant aller jusqu'à leur taxation. Nous le saurons avec certitude après le Conseil des ministres du 6 décembre prochain, dans 9 jours. La hausse des prix, tout le monde le sait, est un fléau très sournois. L'expérience prouve que les recettes miracles n'existent pas. Le gouvernement et M. Giscard d'Estaing vont donc partir en guerre contre la hausse des prix, en mettant cependant tout en œuvre pour ne pas compromettre l'expansion. Avec l'augmentation du coût de la vie, la multiplication des conflits sociaux est l'autre grand souci actuel du gouvernement. C'est la raison pour laquelle M. Messmer est intervenu directement aux mines de potasse d'Alsace. Intervention efficace puisqu'après 38 jours de grève, les mineurs ont accepté cet après-midi de reprendre le travail. Les membres de l'intersyndicale ont présenté cet après-midi aux mineurs en grève le principe d'accord intervenu cette nuit. Une augmentation de 4,2%, une prime de fin d'année qui passe de 406 francs à 750 francs pour 72 et à 900 francs en 73, 3 jours de repos supplémentaires pour l'année prochaine et l'obtention de la mutuelle pour tous les membres du personnel. Les mineurs ont approuvé unanimement leurs représentants et se préparent à reprendre le travail demain matin. Ce qu'on peut dire, c'est que l'accord qui a été signé par les organisations syndicales représente réellement le résultat de l'unité d'action des 4 organisations syndicales qui ont mené la lutte d'une façon exemplaire avec l'ensemble du personnel. Ce que l'on peut dire également, c'est que les résultats enregistrés sont positifs, même s'ils ne sont pas à l'image de l'âpreté et de la dureté de notre conflit. Le conflit a débuté dans l'unité et se termine dans l'unité. C'est là la meilleure réponse que nous pouvons apporter au mépris que le gouvernement et la direction nous ont adressé depuis plusieurs semaines lorsque nous essayons de faire avancer nos revendications. C'est là une belle réponse que les mineurs de la potasse ont donnée à la politique du gouvernement et de notre direction générale. À la fin d'un conflit comme celui que nous venons de connaître, le sentiment, le premier que l'on éprouve, c'est évidemment un profond sentiment de soulagement, à la fois pour les mineurs et leurs familles qui ont été très touchés, et aussi l'entreprise qui a été elle aussi très marquée dans cette affaire. Le deuxième sentiment, c'est que la signature d'un contrat permettra certainement de recréer un climat serein, c'est-à-dire propice pour reprendre notre travail, reprendre notre redressement que nous avions si bien amorcé avant quelques semaines avant les conflits, et qui va nous permettre de maintenir notre entreprise parmi les grands producteurs mondiaux de potasse
Au fond, c'est cela qui importe avant tout. J'ai souvent dit que la fermeté dont nous avons fait preuve dans ce conflit n'avait d'égal que la volonté de sauvegarder le bassin potassique. J'espère que nous y sommes parvenus. Deux mouvements de grève risquent d'avoir des conséquences pratiques dans les jours qui viennent. Au PTT, d'abord, le tri postal sera perturbé à partir de demain. Dans les banques, ensuite, les employés sont appelés à cesser le travail par 5 syndicats jeudi et vendredi. À Lyon, alors que les négociations aux usines Berliet sont dans l'impasse, environ 10 000 personnes ont manifesté ce matin au centre de la ville. Des images de Lyon. Rue de la République à Lyon. Répondant à l'appel des syndicats CGT CFDT, près de 10 000 ouvriers de chez Berliet et d'autres entreprises locales ont défilé en cortège jusqu'au palais de justice en passant par la place Bellecour. Cette manifestation ouvrière fait suite au conflit Berliet portant sur des revendications salariales et sur l'invocation de la loi anti-casseurs par la direction de Berliet contre 9 délégués du personnel accusés de déprédation sur les lieux de travail. Scandant des slogans et chantant l'international, le cortège parvenait sans incident aux abords du palais de justice où les 9 délégués devaient comparaître en correctionnel en début d'après-midi. À ce propos, le tribunal a fixé au 18 décembre l'audience de la citation directe de la société Berliet. Il s'agira en fait pour les juges de délimiter s'il y a eu vraiment commando de casseurs ou si les déprédations constatées ne sont que les suites d'une simple manifestation de grévistes. Une délimitation qui risque en tout cas de faire jurisprudence en la matière. Le déséquilibre de la région parisienne n'est pas un phénomène nouveau. Il remonte en effet à l'époque de Louis XIV. Régulièrement, l'industrie et les emplois se sont créés à l'ouest au détriment de l'est. Et c'est pour se rendre compte personnellement des problèmes créés par ce sous-développement de l'est parisien que le Premier ministre a fait aujourd'hui une visite approfondie. Jacques Poux a suivi M. Messmer. C'est en hélicoptère que M. Messmer a effectué les 2 premières étapes de son déplacement, cela afin de mieux se rendre compte de la physionomie générale de l'Est parisien. Cette première étape l'a conduit au futur aéroport de Roissy en France, qui doit être mis en service en avril 1974. Là, avec M. Dreyfus, le directeur général de l'aéroport de Paris, il a été notamment question du bruit des avions. À ce sujet, le Premier ministre a reçu une délégation de défense des riverains de Roissy, à qui il devait confirmer la majoration des taxes d'aéroport pour lutter contre les conséquences du bruit, et il a également reparlé de l'évacuation possible des habitants de la zone A, la plus bruyante. Seconde étape, Chelles, et une visite du site de la future ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Pour M. Messmer, sa localisation à l'est de Paris permettra, grâce aux liaisons par le RER et la future autoroute A4, de créer des emplois et de stopper les migrations quotidiennes vers Paris. C'est enfin de Nogent-sur-Marne et par le RER que M. Messmer s'est rendu à la mairie de Vincennes où il devait prononcer un discours et dont voici un extrait et la conclusion. Et nous améliorons les moyens de transport. Depuis le début de l'année dernière, nous avons mis l'accent sur la politique de l'environnement avec des résultats qui déjà, je crois, sont appréciables. Nous nous attachons enfin à faciliter les relations entre le public et les services, des services tels que ceux de la Régie autonome des transports parisiens et de l'Agence nationale pour l'emploi, que je cite puisque j'en ai été le visiteur ou l'utilisateur dans l'après-midi. Ainsi, Paris et la région parisienne comprennent que la politique d'aménagement du territoire que certains ont cru dans le passé dirigée contre la capitale comporte au contraire les plus grands efforts pour favoriser sa croissance contrôlée et sa modernisation. La province, de son côté, ne pourra que s'inspirer et que bénéficier des réussites de Paris.
C'est seulement à la fin décembre que les Républicains indépendants, le parti de M. Giscard d'Estaing, révéleront leur programme électoral. Mais dès aujourd'hui, leur secrétaire général, M. Poniatowski, avait invité les journalistes pour lever un peu le voile sur les idées forces des Républicains indépendants. François Bonnemain vous en rend compte. Ces idées forces sont rassemblées dans un document dont M. Michel Poniatowski présentait aujourd'hui la première partie. Son titre, Un sens à la vie. Un document qui sera édité à 300 000 exemplaires et qui dépasse la bataille des prochaines élections législatives. Pour le secrétaire général des Républicains indépendants, c'est un choix de civilisation. Nous sortons, a-t-il dit, de la civilisation industrielle pour entrer dans la civilisation scientifique. Ces idées forces tournent autour de 3 pôles, la sécurité de l'individu, sa liberté et son association à toutes les décisions. Les titres des différents chapitres sont autant de formules clés. Non à l'homme robot, nous sommes les réformistes de la majorité, il faut débureaucratiser l'administration, la majorité électorale à 18 ans et droit de cité pour la femme. Mais au-delà de ce choix de civilisation se profile le programme des Républicains indépendants. Un programme de plus pour la majorité alors que la gauche n'a qu'un programme commun. Michel Poniatowski s'explique sur ce point. La France est un pays très divers dans sa culture, dans sa sociologie, dans ses aspirations. Et par conséquent, il est normal que les formations politiques, chaque formation politique, offre un choix de civilisation aux Français à l'occasion des élections. Il est donc normal que chaque formation politique offre un programme politique aux électeurs. Je dirais même que ce qui est choquant, c'est qu'ils ne le fassent pas. Et c'est le cas du programme de la gauche, où le Parti socialiste a accepté de s'associer à un parti totalitaire, le Parti communiste, pour n'avoir qu'un seul programme. Il n'en reste pas moins que nous aurons, je dirais, un tronc commun de propositions. La majorité aura un petit programme, qui sera un programme minimum, un tronc commun de nos propositions, des propositions que nous faisons ensemble, et qui concerneront fondamentalement la politique extérieure et les institutions. Le maréchal Gretschko est arrivé ce matin à Paris. C'est la première fois depuis la Révolution d'octobre qu'un ministre soviétique de la Défense vient en visite officielle dans un pays occidental. Et dès cet après-midi, le maréchal Gretschko a eu un premier entretien avec M. Michel Debré. Le maréchal Gretschko, ministre de la Défense de l'Union soviétique, est arrivé à Paris ce matin pour une visite officielle de 6 jours. À son arrivée, il était accueilli par M. Michel Debré. Exception faite du maréchal Malinovski, qui faisait partie de la suite de M. Khrouchtchev lors de sa visite à Paris en 1960, c'est la première fois qu'un ministre soviétique de la Défense vient en France. Andrei Antonovitch Gretschko, maréchal de l'Union soviétique, a commandé une division de cavalerie avant de se voir confier le commandement du corps de cavalerie sur le front russe pendant la dernière guerre mondiale. Ces jours-ci, le maréchal se rendra à Istres, à Toulon, et samedi matin, il sera au Mont-Valérien pour le 30e anniversaire de la bataille de Stalingrad. M. Brejnev est à Budapest. Les Hongrois attendent de cette visite un renforcement de la coopération économique avec l'Union soviétique. De son côté, l'homme fort du Kremlin, M. Brejnev, veut obtenir certaines assurances sur la ligne politique suivie par les dirigeants de Budapest. Sean Maxtioffen, le leader des extrémistes de l'IRA provisoire, continue à s'affaiblir d'heure en heure. Vous savez qu'il fait la grève de la faim et de la soif depuis 9 jours dans un hôpital de Dublin. Il proteste ainsi contre sa condamnation à 6 mois de prison pour appartenance à une organisation illégale. Le cas de Maxtioffen est d'ailleurs l'épiphénomène d'un nouveau pourrissement de la situation en Irlande. Des milliers de personnes ont défilé la nuit dernière devant l'hôpital où Sean Maxtioffen attend la mort. Auparavant, ils avaient traversé une bonne partie de Dublin derrière le drapeau tricolore irlandais. Au son plaintif d'une cornemuse, ils scandaient « Vive l'IRA, libérez Maxtioffen ». Prenant la parole, l'avocat du leader de l'IRA provisoire devait déclarer « Sean Maxtioffen remercie le peuple irlandais pour le soutien massif qu'il a apporté à son sacrifice ». Mais ce sacrifice est-il nécessaire? La cause de l'IRA provisoire semble en perte de vitesse. Les Irlandais du Sud sont las des violences et du terrorisme. Et M. Jack Lynch, le Premier ministre irlandais, a beau jeu aujourd'hui de freiner les activités des extrémistes. Que Maxtioffen poursuive sa grève jusqu'au bout, et ce sera un nouveau martyr de la cause irlandaise. Mais ce martyr n'empêchera pas M. Lynch de poursuivre son action en faveur d'une détente en Irlande du Nord. Avant ses rendez-vous de travail sur le problème de la hausse des prix, M. Pompidou a passé ce matin un coup de téléphone par satellite.
Le chef de l'État a appelé le président de la Côte d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny. Cette communication symbolique a inauguré la première station ivoirienne de télécommunication par satellite. Il y aura demain 25 ans, le général Leclerc trouvait la mort dans un accident d'avion. À cette occasion, 24 heures sur la Une vous présentera ce soir à 22h30, notez-le, une émission spéciale Leclerc, homme de légende, consacrée aux libérateurs de Paris et de Strasbourg. Maurice Bruzec, Jean-Paul Bonamy et Jacques-Gérard Cornu se sont attachés à dresser, au-delà du chef de guerre et de l'administrateur, le portrait de l'homme intime et inconnu. Pour la première fois, en effet, une équipe de télévision s'est rendue dans sa propriété, à Tailly, dans la Somme, et pour la première fois aussi, la famille du général Leclerc a accepté d'apporter son témoignage. Leclerc, homme de légende, une émission spéciale de 24 heures sur la Une, ce soir donc à 22h30. La deuxième page des prix littéraires 72 a été tournée aujourd'hui. Les dames du féminin ont porté leur choix sur Roger Grenier pour son ouvrage intitulé Ciné-roman. Quant aux jurés du Médicis, ils ont désigné le philosophe contestataire Maurice Clavel pour son livre Le Tiers des étoiles. Le prix féminin 1972 a été décerné à Roger Grenier pour son roman Ciné-roman par 6 voix. C'est l'histoire de gens qui ont fait un rêve, qui ont cru qu'être propriétaire d'un cinéma était un métier artistique et agréable, et puis qui se ruinent très rapidement. Le prix Médicis a été décerné, oui, par la voix de Francine Mallet, au roman Le Tiers des étoiles, par Maurice Clavel. C'est une histoire d'amour et même une histoire d'adultère et même une histoire qu'on pourrait dire érotique et qui est métaphysique et qui est spirituelle. C'est l'unité du corps et de l'esprit, du charnel et du spirituel. D'un mot, une femme qui est un miracle d'amour et de confiance, cocu 1003 fois et qui ne le sait pas, est quand même attirée invinciblement, elle ne sait pourquoi, vers un autre. J'ai failli donner comme exergue 2 vers admirables du serpent de Valérie, où c'est le serpent, c'est-à-dire Satan qui parle. Je vais, je viens, je glisse et plonge dans les délices d'un cœur pur. Ce pourrait être cela. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous avez été couronné avec Roger Grenier. Et j'en suis bien content. Pour des romans que l'on pourrait trouver traditionnels. Alors pourquoi avez-vous tous les deux écrit un roman et pourquoi ce genre de roman? Mais d'abord, si vous permettez, un mot de Grenier, que j'aime beaucoup. Et puis, Grenier, c'est un peu toute ma jeunesse. Grenier, c'est le journal Combat à la Libération. S'il y avait un point de commun entre nous, supérieur à chacun de nous, ce serait Camus. Et je tiens à y penser avec l'émotion que vous devinez. Donc j'ai été très heureux du succès de Grenier. Et pourquoi disiez-vous un roman traditionnel? Oui, pourquoi? D'abord est-il traditionnel? Vous faites allusion sans doute aux tentatives du nouveau roman. Alors je dis, sans ironie aucune, et si le nouveau roman était déjà un peu vieux? S'il fallait songer à cette fameuse maxime dont j'ignore l'auteur, il ne faut jamais être de son temps, on y reste. Le monde actuel a changé, il y a eu des changements qualitatifs. Pensez-vous qu'aujourd'hui on puisse encore écrire des romans? Enfin, quoi ça correspond, le fait d'écrire un roman aujourd'hui? Je regarde des romans parce que je vois que c'est une fonction complètement nécessaire, la fonction de fabulation. On a besoin de... L'homme a besoin de mythes, et de se raccrocher à des mythes. Alors quand on lui sert ces mythes sous la forme de romans, sous la forme de films d'ailleurs, sous la forme de légende ou de religion, ça satisfait un besoin chez lui. Est-ce qu'à votre âge, est-ce qu'à votre niveau de notoriété, qu'on le veuille ou non littéraire, un prix, une récompense est bien utile? Utile. Je n'aime pas beaucoup la catégorie utile, disons plus simplement, et si c'était agréable? Ciné-roman par Roger Grenier, Le Tiers des étoiles de Maurice Clavel, 2 livres à lire au cours des longues soirées d'hiver. Prochain rendez-vous d'information vers 23h05. Passez une excellente soirée.